Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 31 mars. Journée d'activité au collectif alimentaire à l'occasion de la 22e édition de la Journée nationale des cuisines collectives. David Thibault, coordonnateur sécurité incendie à la MRC Bonaventure, nous informe sur le programme SUMI. Alice Couturier, chargée de projet pour le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, nous parle de leur table de concertation. Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, nous informe au sujet des montants d'argent alloués pour le développement touristique. Et Linda Poirier, présidente du Relais pour la vie Baie des Chaleurs, nous parle des changements et des nouveautés pour cette année au sujet du Relais pour la vie qui se déroulera le 8 juin prochain. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, mardi le 26 mars dernier, c'était la Journée nationale des cuisines collectives. Nous avons donc été faire notre petit tour au collectif alimentaire à Passepébiac pour l'occasion. Bonjour Véronique. Hey, salut André. Puis comment s'est déroulée votre journée? Ça s'est super bien déroulé. On a eu une dizaine de personnes qui sont venues cuisiner avec nous. On a fait des pizzas ce matin, des vraies petites abeilles. Là, c'était une super équipe de travail. Puis après ça, pour le dîner, on a eu plusieurs personnes qui sont venues goûter à nos différentes pizzas. On avait fait 5 pizzas différentes et 3 salades aussi. Puis en après-midi, une belle discussion sur des petits jeux pour découvrir les cuisines collectives. Ça aussi, c'était le fun. C'était avec des devinettes. Puis la dernière partie, c'était une discussion pour savoir quels aliments on pensait qu'ils devaient se trouver dans le panier d'aliments de base avec des prix fixes. Donc, des aliments qui sont accessibles, qu'on veut qu'ils soient abordables, qu'on veut qu'ils soient faciles à cuisiner puis à partager. Puis on a ressorti 14 aliments comme ça en groupe qu'on va ensuite envoyer au RCCQ pour qu'ils fassent la compilation puis que ça soit un élément de poids pour quand ils font des réclamations au gouvernement. Okay. Puis là, il y a quelques élus qui est passé vous voir. Oui, on a 2 élus qui sont venus, dont une, c'est la première fois que ça arrive, qu'elle est restée toute la journée. Donc, elle a cuisiné avec nous, elle est restée pour le dîner. Puis ensuite, elle a même participé à la discussion pour quels aliments on pensait qu'ils devraient être dans le panier. Puis c'est ça, comme je dis, c'est la première fois que quelqu'un restait toute la journée. D'habitude, ils viennent faire un petit tour, voir comment ça se passe, ou ils viennent dîner puis ils repartent. Mais là, on a eu la chance de l'avoir avec nous au complet. Ça, c'est une activité que vous reproduisez à toutes les années? À toutes les années, oui, parce que c'est la Journée nationale des cuisines collectives. Donc, on essaie autant que possible que ça soit toujours le 26 mars, autrement dans la semaine du 26 mars, qui est aussi le mois de la nutrition. Donc, on souligne l'événement. C'est souvent un repas qu'on offre, plus les activités en après-midi. Okay. Puis, si je peux me permettre aussi, là, on a invité tout le monde. J'ai des petites salières, je vais vous montrer ça. Une petite salière que si vous envoyez comme ça, vous pouvez l'ouvrir. À l'intérieur, il y a un petit message pour vous inviter à aller signer une pétition pour le droit à une saine alimentation. Voilà. Fait qu'on invitait tout le monde à partir avec une salière puis la répandre un peu partout dans la baie des Chaleurs. Fait que ça se peut que vous trouviez ça à la bibliothèque ou au supermarché ou dans votre lieu de travail. OK. Cette pétition-là, ça va servir surtout à quoi? C'est pour appuyer la déclaration pour le droit à une saine alimentation, qui a diverses réclamations au gouvernement, dont le panier d'aliments de base, dont aussi la réintroduction des cours de cuisine dans les écoles, puis des choses comme ça. Là, vous pourrez aller lire la déclaration qui nomme, je pense qu'il y a 17 ou 19 réclamations comme ça. Aujourd'hui, le thème de la journée, c'était une main sur le panier et l'autre pour signer, donc le panier d'aliments de base, puis la signature pour la pétition sur la déclaration du droit à la saine alimentation. On a mis un peu partout des circulaires pour décorer. C'était aussi nos napperons, donc pour s'inspirer sur des aliments qui pourraient faire partie du panier d'aliments de base. Et puis, on a mis aussi des petits témoignages un peu partout dans la pièce des gens qui nous avaient raconté qu'est-ce que ça leur apportait de participer plutôt à des cuisines collectives. Bonjour Francine. Bonjour. Puis comment avez-vous trouvé votre expérience aujourd'hui de votre journée? C'était bien intéressant, c'était plaisant. Ça me fait prendre conscience de tous les avantages qu'il y a dans les cuisines collectives, là. Faire partie d'un groupe de cuisine collective. Puis en gros, c'est quoi les activités que vous avez participé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était vraiment comme l'avant-midi était comme consacré à la préparation du repas. Ensuite, il y a eu le repas, puis en après-midi, on a eu une discussion sur des aliments qui devraient faire partie d'un panier à coût égalitaire, disons, qui ne fluctue pas, qui reste toujours pareil. Et vous avez aimé votre journée? Oui, j'aimais ça. C'est bien intéressant, oui. C'est quoi que vous avez préféré dans toute votre journée?
J'ai bien aimé le partage, rencontrer les gens, voir que beaucoup de gens qui prennent ça à cœur, des cuisines collectives, puis qu'on partage l'idée justement de faire des économies, de cuisiner ensemble, de se rencontrer, de partager. Bien, merci beaucoup de votre commentaire. Ça fait plaisir. Puis là, aujourd'hui, y a-tu resté beaucoup de pizzas et de nourriture? Mais il est resté des pizzas. Oui, les salades, on les a redistribuées. Les personnes qui ont participé à la cuisine sont reparties avec le restant des salades. Pour ce qui est des pizzas, on en avait fait de surplus en prévision, soit qu'il y ait beaucoup de monde, ou sinon, nous, on le redistribue après ça dans les dépannages alimentaires d'urgence qu'on a ici même au collectif alimentaire. Donc, s'il y a des gens qui viennent et qui ont besoin de nourriture, on va pouvoir leur donner des pizzas qu'on a fait, on les congèle puis on les donne en portions. Là, les gens peuvent vous suivre sur Internet, sur Facebook. Oui, sur notre page Facebook, toutes les activités sont annoncées quelques jours à l'avance. Donc, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez vous abonner à notre page. David Thibault, coordonnateur sécurité incendie à la MRC Bonaventure, nous informe sur le programme SUMI et sur les travaux réalisés dans le cadre de ce programme. Il y a des gros investissements de la MRC Bonaventure dans le programme SUMI. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros ce programme-là, SUMI? Oui, donc ça c'est le sauvetage d'urgence en milieu isolé. La MRC de Bonaventure, on a investi près de 200 000 dans ce dossier-là. Sur plusieurs aspects. Donc, l'aspect numéro 1, ça a été de former 3 unités de sauvetage spécialisées. Donc, avec la ville de Passbiac, la ville de Bonaventure et de New Richmond, on a formé une vingtaine de pompiers en sauvetage d'urgence en forêt. Donc, on les a formés une vingtaine d'heures sur le trauma, une quinzaine d'heures sur GPS, carte et boussole, orientation en forêt. On a équipé les 3 équipes avec 3 VTT, avec des lails, donc des côte à côte, et des traîneaux d'évacuation d'urgence. Donc, c'est des kits rescue qu'on appelle, qui embarquent directement dans la boîte du side-by-side. Puis on est en mesure d'aller chercher les victimes en forêt avec ça, puis de les transporter, et transporter le TAP, donc l'ambulancier, directement en arrière avec le patient. On a fait aussi l'acquisition de 3 trailers fermés, ce qui permet d'avoir tous les équipements ensemble, donc dans le trailer, les raquettes, les GPS, les radios, les casques, les bottes, le VTT, le traîneau, tout est dedans. Donc ça vient vraiment diminuer les délais d'intervention. Les pompiers ont juste arrivé à la caserne, ils attachent la remorque puis ils partent avec ça. Fait que ça, c'est un gros avantage. Évidemment, les municipalités, il y avait leur rapport financier dans le dossier aussi. On n'a pas tout payé au complet, on a payé la majorité, mais eux autres, ils ont quand même mis un bon montant. Fait qu'on est rendu là, les 3 équipes sont formées, sont en vigueur sur le territoire depuis le 1er janvier 2019. Et ensuite, l'autre moitié du dossier, ça a été vraiment la mise à jour de la signalisation en milieu forestier. Donc, ce qu'on est venu faire au niveau de la MRC avec M. Grenier, le technicien forestier de la MRC, on a fait une mise à jour complète des bandes. De tous les chemins forestiers principaux, il m'en manque 1,5 à faire cet été. Mais ce qu'on a fait, c'est vraiment une mise à jour des bandes. Le gros avantage qu'on a, c'est que les bornes qui sont installées sur le terrain aujourd'hui, le nom du chemin est apposé directement sur chacune des bornes. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui se promène en forêt, quand ils vont croiser une borne kilométrique, s'ils n'ont pas vu la grosse affiche de l'entrée du chemin, bien, ils arrêtent sur le bord d'une borne et sont en mesure de voir le nom du chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a faite, c'est que tous les points de rencontre ambulance de Rex-Forêt, on les a embellis un petit peu. On a rajouté une décarte de secteur. Donc, ce qu'on a fait avec Danny Voyer, le géométricien de la MRC, on est venu faire carrément des cartes de secteur sur une feuille d'aluminium qui est installée en dessous du point de rassemblement. Puis, ça vient indiquer le secteur dans lequel la personne se trouve. Donc, on a mis le milieu hydrique, les chemins forestiers principaux, secondaires, les chemins de VTT, puis les chemins de 4 roues fédérés. Puis, on s'est organisé que chacune des cartes superpose la prochaine pour voir la prochaine point de rencontre. Donc, une personne qui ne connaît vraiment pas la région, qui est en skidoo puis qui est perdue, sera en mesure de partir du fond du territoire de la MRC dans le TNO puis descendre jusqu'à 132 sans problème. Puis, on est venu superposer un grid GPS par-dessus. Donc, les personnes sont en mesure de soit puncher via les applications sur les cellulaires intelligents ou un GPS la position actuelle sur le terrain. Puis, advenant en urgence, sont capables de dire à la centrale
je me trouve à 75 degrés nord par 49 degrés sud, etc. Fait que les points GPS sont directement sur ces cartes-là. Puis en même temps, ça nous a permis de géoréférencer chacune des bornes kilométriques puis de créer un dossier adresse. Ce que ça vient faire, c'est que ce dossier adresse-là est envoyé à la centrale La Correcte à Rimouski. Puis lors d'une affectation pour un 105, donc un traîneau d'évacuation, la borne kilométrique devient comme une adresse en forêt. Donc, au lieu de juste avoir une coupe de points de rassemblement de Rex-Forêt, ben là, chacune des bornes kilométriques devient comme une adresse qui est associée à une caserne. Donc, quand l'appelant va appeler à la centrale pour dire « Bon, mais je suis au 52 km du Grand Brûlé », ben c'est la caserne qui est affectée à cette adresse-là qui va recevoir l'alerte initiale tout de suite. Fait qu'encore là, on vient diminuer les délais d'affectation pour nos équipes spécialisées. Au lieu d'appeler un, puis dire ben, c'est qui va, c'est qui va pas, ben là, c'est clair, c'est net. Puis un protocole d'intervention qui a été établi puis envoyé à la Sûreté du Québec, les ambulanciers, puis la totalité des services incendies de la MRC. Fait que là, c'est vraiment protocolaire de dire qui fait quoi, qui va où, puis etc. Quoi de plus important que l'eau? Alice Couturier, chargée de projet pour le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, nous parle de leur table de concertation. En ce moment, je prépare une table de concertation avec donc tous les membres de notre table de concertation. La concertation, en fait, c'est un des mandats principaux des organismes de bassin versant. Donc nous, le Conseil de l'eau, on est un organisme de bassin versant, puis on fait la promotion de l'eau, de la gestion intégrée de l'eau sur le territoire afin de satisfaire les usages de manière durable, puis de le promouvoir, de la mettre en valeur, de la protéger, en fait. OK. Fait que c'est ça. Puis notre table de concertation, ça nous permet de concilier les différents acteurs de l'eau sur le territoire de manière participative pour les faire contribuer à nos projets, puis donner leur avis, les informer sur certains thèmes liés à l'eau. OK. Puis pour les gens qui n'ont aucune idée, c'est quoi, de quelle manière ça fonctionne? De quelle manière ça fonctionne? Une table de concertation, dans le fond, ça fonctionne, c'est lié au conseil d'administration. Donc, c'est des membres du conseil d'administration de l'organisme qui sont présents sur la table de concertation, puis qui vont se réunir quelques fois par année. On est en train de réfléchir à la formule. On envisage quelque chose entre 2 et 4 rencontres par année pour la table de concertation. Le rôle de la table, en fait, c'est de partager des connaissances au niveau de l'eau sur le territoire avec différents intervenants qui, eux, ont des connaissances puis ont des possibilités d'action pour essayer de faire une meilleure gouvernance, une meilleure gestion intégrée de l'eau au niveau du territoire. Fait que ça porte sur l'état de la situation, sur l'analyse des différentes options possibles et sur la délibération entre les acteurs afin de trouver finalement un choix final, une solution finale. OK. C'est qui au juste qui va y participer? C'est des membres donc, de notre conseil d'administration de différents domaines. Fait que nous, ce qui touche à l'eau, on a dans les domaines économiques, on a la chasse, la pêche, les gestionnaires de rivières, l'agriculture, la forêt privée, l'industrie forestière. Au niveau plus de l'environnement, des organismes communautaires, du loisir, là, on va chercher l'unité régionale de sport et loisirs, des organismes environnementaux comme le comité ZIP Gaspésie, qui est plus au niveau du milieu marin puis du Saint-Laurent, le conseil régional de l'environnement, on a des citoyens, on a aussi les milieux municipaux avec les municipalités et les MRC, mais surtout les MRC en fait. Puis, on a des membres non votants qui, eux, sont les représentants des ministères, puis aussi les communautés autochtones. OK. Ça va être quoi les principaux sujets? Principaux sujets. Donc, les 2 dernières tables de concertation qu'on a fait, mais en fait, celle qu'on a fait l'année passée, c'était sur l'eau et les hydrocarbures, puis quels étaient les enjeux en Gaspésie. Donc, durant cette table, ce qui a été discuté beaucoup, c'était le rôle des municipalités, quel est leur rôle, quel est leur pouvoir vis-à-vis des hydrocarbures. Puis, est-ce qu'une municipalité peut, par exemple, soustraire un certain secteur à l'exploitation, à l'exploration, puis des hydrocarbures? On a aussi discuté le fait qu'on aurait besoin de cartes des eaux souterraines pour mieux, finalement, définir quels sont les dangers, puis où est-ce qu'on pourrait exploiter ou peu. Ce serait comme un outil de décision de planification territoriale, finalement. Dans le fond, on parle beaucoup de changements climatiques, mais ces changements influencent les rivières, les cours d'eau.
Fait que le régime hydrique, fait que le débit des rivières va être influencé par ça, puis ces variations au niveau annuel. Donc, on a décidé d'organiser une table de concertation là-dessus pour pouvoir discuter avec tous les acteurs des vulnérabilités des communautés vis-à-vis des problématiques d'inondation ou des problématiques d'étiage, qui est un débit vraiment bas puis une rivière quasiment asséchée finalement, ou en tout cas à son minimum, ce qui peut poser des problèmes au niveau des usages de l'eau. Nous avons reçu la visite à notre studio de Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, qui est venue nous voir afin de vous informer sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous vous présentons celui concernant les budgets alloués pour le développement touristique. Lors de l'annonce du dernier budget, j'étais vraiment très contente de voir que la ministre du Tourisme, la ministre Joly, il y avait des montants d'argent en tourisme qui étaient alloués. On parle de près de 60 millions sur 2 ans. Donc, pour moi, là, c'est ce que ça fait, c'est que ça amène une vraie reconnaissance en tourisme, que le tourisme, c'est une industrie. D'ailleurs, c'est une des plus grosses industries au monde. Puis c'est une industrie qui est en développement. Puis quand on regarde pour nous en Gaspésie, où tout le travail qui est fait, c'est de faire de nous une destination internationale. Quand on regarde les différents projets, le géoparc de Percé, quand on regarde avec Chandler les circuits Nova Lumina, on regarde Gaspé, fait que tout ce qui se développe sur l'ensemble du territoire, le parc Forillon, on veut avoir un tourisme de classe internationale. Donc, le tourisme en Gaspésie, ça fait partie de notre façon de vivre. On est une région touristique. Fait qu'il y a du travail, même moi actuellement, il y a du travail qui se fait depuis je vous dirais quelques mois, à asseoir les gens différentes personnes du milieu touristique autour d'une table de réflexion pour justement se donner des priorités au niveau du développement touristique en Gaspésie. Fait que les budgets qui ont été alloués, pour moi, là, sont vraiment là, d'une grande importance, et ces budgets-là vont être gérés aussi à partir de développement des bureaux de développement économique Canada. OK. Y a-t-il des nouvelles mesures qui sont déjà implantées ou qui sont prévues prochainement? Bien, écoutez, dans ce budget-là, ce qu'on va, au niveau du tourisme, ce qui va être important, c'est qu'on cherche à avoir des nouveaux produits. Donc, si une nouvelle offre touristique qu'on voudrait développer dans la région, ou s'il y a des projets qui sont déjà en place, mais où on aurait besoin de bonifier les projets de développement touristique. Ça fait que c'est vraiment ce à quoi va servir l'argent. Et puis j'apprenais là, les dernières statistiques au niveau du tourisme. En 2015, à Gaspésie, on recevait environ 500 000 visiteurs par année. Et l'an passé, en 2018, on parlait de 800 000 visiteurs. Ça fait que quand les Gaspésiens, on trouve que durant la saison estivale, il y a plus de trafic sur les routes, quand on trouve qu'il y a plus de monde, bien, c'est vrai, là, c'est pas juste une impression, là, c'est vraiment, les chiffres, là, nous le démontrent. Et plus ça va, plus on parle de nous, parce que t'as toute la publicité qui se fait, mais t'as toute le bouche-à-oreille, là, toutes les personnes qui sont venues nous voir, les 900 000 personnes en parlent à d'autres personnes. Depuis 2 ans, on a des étés exceptionnels. Puis comme je le disais, on a une offre touristique qui est vraiment de plus en plus alléchante sur le territoire. Donc, c'est une industrie qui est appelée à se développer en Gaspésie. OK. Y a-t-il des nouvelles mesures qui sont prévues pour les festivals puis les différentes fêtes qui ont? On a aussi le ministre du Patrimoine, le ministre Pablo Rodriguez, qui s'est vu lui aussi allouer des nouvelles enveloppes dans son budget. Puis ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a une enveloppe de près de 10 millions de dollars pour des activités, des fêtes et festivals qui vont pouvoir avoir lieu dans les régions. Donc, puis on sait que chez nous, ça aussi, on a beaucoup, quand on regarde avec Patrimoine, c'est tout ce qui touche à la culture, et souvent nos festivals en Gaspésie tournent autour
tournent autour de la culture, que ce soit ça va être la chanson, ça va être au niveau des arts. C'est l'art et la culture. Puis ça permet aussi de promouvoir les arts et la culture chez nous. Ça donne aussi souvent la chance à des artistes locaux de commencer leur carrière, de commencer à se faire connaître. Donc, d'avoir ces argents-là qui sont alloués au niveau des régions, ça aussi, là, ça va être important pour les fêtes et festivals là, sur l'ensemble du territoire. Tu sais, on regarde le festival Bluegrass à New Richmond, on a le festival du crabe à Passepébiac, on a le festival Musique du bout du monde, on a le festival de Cap d'Espoir sur la plage, on en a à Sainte-Anne-des-Monts, il y en a partout sur le territoire. Donc, c'est des nouvelles sommes d'argent qui peuvent être intéressantes pour les gens qui travaillent fort bénévolement, justement, sur ces festivals-là. Puis on sait très bien que des fois, chez nous, là, un 3 000 $ peut faire toute une différence, là. Puis on en parlait d'ailleurs un peu plus tôt. Quand tu ne l'as pas, cet argent-là, c'est des casse-têtes énormes là, pour les bénévoles. Donc, d'avoir un budget, des budgets supplémentaires, mais des budgets aussi qui soient alloués aux régions. Parce que moi, ça reste toujours que ma particularité, puis mon travail se fait à faire reconnaître l'importance des régions, puis qu'on soit en mesure de pouvoir aller chercher notre juste part. Le 8 juin prochain, au parc de la Pointe-Terreur à New Richmond, pour une 11e année, se tiendra le rendez-vous annuel du Relais pour la vie Baie des Chaleurs. Linda Poirier, présidente du Relais pour la vie Baie des Chaleurs, nous parle des changements et des nouveautés pour cette année. Nous aurons le Relais pour la vie le 8 juin prochain à la Pointe-Taylor de midi à minuit. Puis pourquoi cette année, c'est de midi à minuit? Cette année, on a changé d'heure de midi à minuit pour satisfaire une partie des anciens marcheurs et de la population qui était fatiguée, épuisée de marcher de nuit et surtout d'avoir très froid. Donc, ça sera de midi à minuit. Mais il ne faut pas oublier qu'en faisant le relais 2 jours, ils vont devoir arriver très tôt le matin, à partir de 8 heures. OK. Puis il y a plusieurs nouveautés cette année. Oui, cette année, l'ouverture se fera officiellement identique aux Jeux olympiques. On va avoir une affiche de la municipalité avec le maire, avec son drapeau, et les marcheurs de chaque municipalité vont marcher avec leur maire. Donc, qui va nous montrer quelle paroisse participe. On ne veut pas savoir vraiment à quel endroit il y a le plus de marcheurs ou non. Le but, c'est de voir pour que le maire puisse être fier de ses paroissiens qui disent « Ah, ben j'en ai quand même beaucoup qui ont participé au relais cette année. » Ça va être une nouveauté, puis ça va être agréable. Également, on a comme nouveauté cette année sur le terrain, puisqu'on s'attend on s'attend à voir beaucoup de jeunes parents. On va avoir des jeux gonflables pour les enfants. On va avoir de l'animation sur le terrain aussi, avec Lulu Berlu qui va faire des ballons et des activités avec les jeunes. Il va y avoir dans le chapiteau des chants, de l'animation par les enfants 2 jours, qui va commencer à 13h, ensuite se terminer vers 16-17 h. Et à 18h30, 19h, on va recommencer avec les chants. Bien, ça va être plus des adultes qui vont être sur la scène au niveau de l'animation dans le grand chapiteau. On a également, ça tous les ans, on a la minute de silence et on va faire comme l'an dernier. On va avoir des jeunes porteurs d'espoir, des enfants qui ont eu le cancer avec les parents sur le stage, à la lumière éteinte pour une minute de silence. Les enfants auront une chandelle en main qui, comme me dit si bien un de ces petits marcheurs-là, c'est la lumière de la vie. Pour lui, il partage sa lumière de la vie, puis c'est très bien dit. Ce sont des enfants qui ont eu le malheur de vivre cette maladie, mais qui en sont guéris. Également, la fin du relais, normalement, on faisait un tintamarre, un bruit de fou, donc on voulait réveiller nos gens à 6h30 le matin. Cette année, c'est tout à fait différent. Cette année, on ferme le relais pour la cause pour qui on a marché. À minuit moins quart, on va demander à tous les gens de se rendre dans le chapiteau, d'où on va partir une pièce de musique, que je vais vous la dire quand même. C'est l'Alléluia de Cohen qui va jouer. Chaque marcheur et visiteur, même les visiteurs ont le droit de rester et y assister. D'ailleurs, tout le relais, les visiteurs ont le droit d'être là.
On voudrait simplement vous dire que la dernière minute, le dernier parcours que vous allez faire de la nuit, qui sera à minuit moins quart, va être très émouvant. Moi, j'en parle, j'ai les frissons. Chaque marcheur et visiteur vont prendre un luminaire sur le parcours pour qui ils l'ont allumé. Et le dernier tour se fera. Des fois, on dit, on se rend à l'hôpital, on va les veiller, on est avec eux en pensée. Bien, ce dernier tour-là va être la pensée pour qui vous allez avoir un luminaire en main. Parce que vous allez partir avec votre luminaire allumé, en silence. Faites une prière, demandez quoi vous voudrez à ce luminaire-là, mais ce sera le moment fétiche pour la personne pour qui vous avez marché pour le relais. OK. Puis là, il y a une possibilité pour les jeunes même de s'impliquer puis de faire la marche. Mais là, ça prend des autorisations des parents. Oui, effectivement, on a déjà une équipe de 2 jeunes enfants qui sont partis en grand. Oui, on a une équipe de 2 enfants, mais qui vont être 10 d'ailleurs, 10 à 15 qu'on sait déjà. Sauf que les enfants ont le droit à une équipe, mais on a besoin de l'autorisation des parents pour les 18 ans et moins. Peu importe qu'il y ait 15, 16, 17, on demande une signature aux parents qui doit nous être mis le jour du relais, mais il n'y a pas d'âge pour faire le relais, là. Mais s'ils sont trop jeunes, on aimerait qu'il y ait un parent ou 2 qui les accompagne parce qu'il faut quand même garder le contrôle. Ce n'est pas un terrain de jeu. On est là pour la cause, pour le relais. On marche à relais. On partage cette journée à relais, puis on la vit en famille. OK. Puis là, il va y avoir un service d'autobus même pour les gens. Oui. De 8h moins quart le matin à minuit et demi, on a deux transports qui sera pour nous, peu importe, comme de raison, on s'attend à voir plus de monde par ces 2 jours. On se disait, on ne peut pas faire marcher les gens à 1 kilomètre et plus pour se rendre sur le site. Vous allez être assigné par la sécurité où allez vous stationner. Puis, vous allez avoir des points à entendre l'autobus. Il fait qu'il va y avoir 2 autobus qui vont venir vous conduire sur le terrain. Quand vous êtes prêt à partir, il va y avoir un point de service. Vous attendez l'autobus à un tel endroit et ils vont vous rapporter à votre voiture. Il n'y a aucun problème. Fait que pour ceux qui ont de la difficulté à se mobiliser, soyez sans crainte. Vous avez des autobus. Et cette année, on a des endroits pour les gens qui ont des vignettes d'handicapés. OK. Puis c'est quoi l'objectif pour cette année? Cette année, notre objectif est de 145 000 $. Pourquoi on demande 145 000 $? Si on atteint notre objectif dans les 11 ans du relais pour la vie baie des Chaleurs, puisque c'est la 11e année cette année, on aurait donné le montant de 2 millions de dollars. Pour nous, là, c'est comme il faut cette année que ce soit donné, là. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on aimerait avoir beaucoup d'équipes, beaucoup de gens qui ont demandé que ce soit changé. Donc, ces gens-là devraient se retrouver sur le terrain avec un chandail du relais pour la vie cette année. C'est ensemble, comme on dit, c'est ensemble qu'on va ramasser ce montant et qu'on va sauver des vies. Puis là, sûrement qu'il y a encore beaucoup de place pour des nouveaux bénévoles. Oui, on a encore de la place, on a besoin de bénévoles, exactement. C'est toujours le problème. Le mot bénévole fait peur, on dirait. Mais soyez sans crainte, on n'est pas malin, on est une équipe. Vous n'avez pas besoin d'apporter votre lunch. Les bénévoles, vous pourrez manger sur le site sans problème. Fait que si jamais vous entendez le message, vous avez le goût d'être bénévole le 8 juin, vous pouvez me contacter au 418-388-5588. J'ai une belle petite boîte vocale chez nous qui se fait un plaisir de garder les noms puis de vous accueillir au relais. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 31 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.